Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours autour de la table Anne-Sophie Alsif, Christian Saint-Etienne et Ludovic de Sauté. On va parler transition écologique. C'est les 10 ans de l'accord de Paris. Aujourd'hui, c'était le 12 décembre 2015, très exactement. Et à cette occasion, le gouvernement va publier la 3e édition de sa stratégie nationale bas carbone. Peut-être qu'on peut commencer simplement par expliquer ce qu'est la stratégie nationale bas carbone, Ludovic. Pour faire vite, en 2 mots, la stratégie nationale bas carbone SNBC, donc la fameuse SNBC 3. En gros, c'est bon, tout à l'heure on parlait justement un peu de la structuration. C'est la feuille de route qui, sur la décennie qui vient, donne des objectifs en termes de réduction de carbone sur les grands leviers. Alors les grands leviers, c'est évidemment le transport, l'industrie, mais aussi l'agroalimentaire, le logement et tout ça, et donner des objectifs et des priorités là-dedans, où c'est un élément important et structurant, évidemment, qui arrive maintenant avec une période qui est un peu différente, parce que les enjeux climatiques et, j'allais dire, les attaques normatives et les besoins d'omnibus au niveau européen font que cette approche-là est de plus en plus discutée. Mais pour autant, ça définit des priorités. Et dans la stratégie, notamment bas carbone, là, pour faire le parallèle et pour faire le lien avec le thème qu'on a abordé, c'est la voiture électrique est un des éléments clés absolument. Dans le domaine du transport et sur lequel il va avoir du boulot pour atteindre les objectifs. On parlait planification tout à l'heure. Vous appeliez de vos voeux une planification. C'est très précisément ce qu'on fait là avec la stratégie nationale bas carbone. Sauf que c'est une planification sur une erreur d'appréciation fondamentale. On a une planification réglementaire, mais on ne s'est pas intéressé aux moyens de production. Donc on se retrouve avec des objectifs de transition climatique, mais avec des voitures chinoises, avec des éoliennes chinoises, avec des panneaux photovoltaïques chinois. Alors je pense qu'il y aura, de la part des historiens, dans les 10 prochaines années, une réévaluation de ce qu'a fait Biden, même s'il était sénile à la fin. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2022, il a fait voter 2 lois absolument massives aux États-Unis. La première, c'était « Nous allons reproduire les microprocesseurs sur notre territoire ». Il a mis plusieurs centaines de milliards de dollars sur cette option. En Europe, à la même époque, on s'est dit... Alors l'Europe, c'était 20% des microprocesseurs mondiaux en 2000. Et on était tombé à 8, on s'était donné l'objectif de monter à 12. Et il y a quelques semaines, le nouveau commissaire en charge du secteur a dit peut-être ça sera 8,5. Bon, parce qu'on n'a pas mis des centaines de milliards. On n'est pas à l'échelle. Quand on veut faire un effort dans ce domaine-là, c'est une usine de microprocesseurs. Une seule, c'est 10 milliards de dollars si on veut y aller. Donc, si on a besoin de 10 usines, il faut mettre 100 milliards. Si vous mettez 5 milliards, il ne se passe rien. Donc ça, c'est un point clé. Mais sur le panneau photovoltaïque, dans la commission précédente von der Leyen, puisqu'elle est, c'est la numéro 2 maintenant, mais dans son premier mandat, il y avait une commissaire à la transition écologique qui avait dit justement, on ne va pas faire de stratégie sur la fabrication de panneaux photovoltaïques, parce que comme ils arrivent moins cher de Chine, ça va favoriser la transition. Non mais il faut être malade. C'est-à-dire qu'on fait travailler, en fait, on a créé un Buy China Act. On n'a jamais été capable de faire un Buy European Act depuis 50 ans, mais on fait un Buy China Act. Que faisait, on a choisi les meilleurs produits avec la meilleure technologie au meilleur prix. Ça peut être aussi inspirationnel. Mais Biden, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre sujet, l'autre projet de loi l'autre loi qu'il a fait voter en 2022, c'est ce qu'on appelait l'IRA. Alors nous, on le voyait à l'époque comme un instrument de délocalisation de nos entreprises. Mais en fait, le fondement de l'IRA, c'était quoi? C'était... Oui, on va faire la transition, mais on veut des panneaux photovoltaïques fabriqués aux États-Unis, on veut des voitures électriques fabriquées aux États-Unis, on veut des éoliennes fabriquées aux États-Unis. Donc, c'est tout le mindset européen sur la transition climatique. Est-ce qu'on fait cette transition avec des productions européennes ou
exactement comme vous venez de le dire, on se fout que ce soit fabriqué ici ou pas. Du moment que c'est moins cher en l'achetant ailleurs, c'est très bien. Mais ça, et je termine par là, ça fait 50 ans qu'on mène une politique pro-consommateur en oubliant les producteurs. Mais si vous n'avez plus de producteurs, vous n'aurez plus de consommateurs. Alors ça semblait un débat théorique, mais c'est ce qui est en train d'arriver, y compris en Allemagne, parce que dans l'industrie automobile en Allemagne, quand on ajoute tout, ils ont déjà annoncé plus de 100 000 suppressions d'emplois. Quand on regarde en France, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on voit les usines des constructeurs qui se ferment, mais on ne voit pas derrière, puisque c'est les 2/3 de la production automobile, les sous-traitants qui ferment ou qui délocalisent. Donc effectivement, si on ne met pas en place une stratégie industrielle qui intègre une protection temporaire permettant aux entreprises européennes de se développer pour atteindre les niveaux de qualité et de compétitivité que vous appeliez à l'instant, on va mourir. Bon, et puis il y a une autre grande question, Anne-Sophie Assif, c'est qui va payer? On sait où on veut aller, on a la trajectoire pour atteindre le net zéro en 2050, mais on ne sait pas encore comment faire payer. Donc qui va payer la facture? Est excessivement important ce lien entre le pouvoir d'achat et la production. Là, en fait, ce qui est absolument fou, c'est qu'on donne en effet des objectifs, mais on ne regarde pas quelle est la capacité productive et on n'a pas de politique industrielle européenne. On a une politique commerciale, mais on n'a pas de politique industrielle. Donc ça paraît complètement fou. Et en effet, tous ces objectifs, la Chine se dit très bien, on cherche à écouler nos produits. Vendre, c'est juste là. Donc ça, c'est vrai que c'est absolument fondamental. Le problème, c'est que ça perdure. Et pourquoi ça perdure? Parce qu'on reste et on le voit ce qui se passe en Allemagne dans les débats, oui, on est dans une économie ouverte. En fait, l'Europe continue de raisonner comme si on était dans une économie de marché classique. Ça paraît spectaculairement incroyable. En fait, on s'en fiche. On veut bien travailler avec les Chinois, etc. Si c'était une situation normale où ils avaient 10-20% de part de marché, on n'est pas d'accord avec eux, on travaille avec un Américain, avec un Coréen, etc. Là, on n'est pas dans ce système-là. On est dans un système où un pays va avoir plus de 80% des parts de marché. Donc, on peut pas dire... Sur les panneaux, c'est 98%. Oui, même 98% sur les panneaux solaires pour la Chine. On est plus du tout dans une économie ouverte où, avant, bien sûr, comme vous l'avez dit très bien, on peut dire c'est le pouvoir d'achat, on fait venir les meilleurs produits, la meilleure qualité, au meilleur prix. On est dans une concurrence parate, etc. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans puisqu'on a un nouvel acteur qui est en position de situation dominante quasiment partout. Donc ça, c'est fini. Il faut arrêter avec cette vision en disant « Ah bah oui, mais c'est parce qu'on veut le même produit, il se trouve qu'il est chinois, donc on fait la Chine. » Non, ça, il faut absolument arrêter. Et je finis vraiment sur le pouvoir d'achat, parce qu'à mon sens, c'est absolument central. On l'a vu avec Chine, etc. Premier réflexe des Européens, et les Chinois le savent très bien, et pour eux, c'est du bonheur total qu'on leur donne dans les mains. Ah, c'est le pouvoir d'achat. Et on voit les éléments de langage, c'est quoi? C'est vous voulez sacrifier le pouvoir d'achat des Français. Et oui. Est-ce que vous voulez sacrifier le pouvoir d'achat et l'environnement, parce que les voitures chinoises électriques, elles sont bonnes pour l'environnement aussi, bien sûr. C'est très intéressant. C'est le même argument chez les Américains d'ailleurs. Nous avons la meilleure technologie, vous ne voulez pas la meilleure technologie. Nos propres armes sont utilisées par la Chine contre nous. Est-ce que ça, c'est inimaginable que ça se passe en Chine? Posons-nous cette question. Donc, de voir que le politique utilise le pouvoir d'achat pour dire « Ah ben non, mais c'est normal que les produits chinois viennent alors qu'ils ne respectent aucune norme, etc. » Mais c'est surréaliste. Jamais la Chine accepterait ça. Je pose une question. Mais le bureau politique du Parti communiste chinois, les 7 qui dirigent la Chine, ils doivent rêver tous les matins en se disant « Mais ils sont cons à ce point !» Je suis tellement d'accord avec vous. On se marre beaucoup à Pékin tous les matins en regardant les Européens. Je pose une question bête, mais toute entreprise avec un monopole de 98%, le droit de la concurrence européen s'appliquerait immédiatement pour dire « Je veux casser ce monopole ». Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un droit de la concurrence international? Non, mais il s'applique. En Europe, dès que vous voulez avoir un géant, qu'est-ce qu'on a fait pendant 15 ans? On les a tués en disant « Bah non, il ne faut pas qu'il y ait des géants européens dans le numérique, il ne faut pas qu'il y en ait dans le secteur de l'énergie. » Pas du tout. Justement, le pouvoir d'achat du consommateur. Donc ça marche très bien en Europe, parce qu'on n'en a pas des géants européens. Le Google européen, on n'en a pas. Donc voilà, on a loupé le coche, ça a très bien marché pour nous. Le problème, c'est qu'ailleurs, ils ont fait exactement l'inverse, et il y en a plein. Bon. Et ce que dit Anne-Sophie et de concert et Christian, c'est cette candeur européenne. Enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, mais enfin, en tout cas, qui est plus dans la période actuelle de ce logiciel. En tout cas, la mauvaise stratégie. Mais le problème, c'est que ça commence à impacter même des secteurs et des domaines sur lesquels on croyait, on imaginait que.
Il y a quelques semaines, on parlait de l'histoire des satellites sur lequel l'Europe, qui était avec Ariane il y a encore 10 ou 15 ans en tête au niveau mondial en termes de lanceurs, a vu passer tout le marché des micro-lanceurs et on a raté la strat. Je rappelle que là, depuis quelques semaines, il y a les premières locomotives chinoises qui roulent en Europe de l'Est et que là aussi, on avait des géants, Siemens, Alstom et tout ça. Et c'est le début. C'est le début. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure. C'est-à-dire que c'est Comac avec Airbus et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que si l'Europe, à un moment, ne montre pas que d'abord, il y a des règles et qu'elle est capable de tisser, de construire des murs pour protéger ses industries et pas juste sur des histoires de normes avec une vision du consommateur, et à un moment, il restera plus grand-chose. Et puis encore une fois, on peut le faire intelligemment, avec du transfert de compétences, on ne peut jamais rien savoir interdire. et technologie. Oui. On ne peut pas interdire telle entreprise sur le marché, etc. Vous allez en Chine, vous avez accès à Google et aux grandes plateformes numériques américaines? Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de WhatsApp. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que... Christian Saint-Etienne. On pourrait être tétanisé en analysant la situation actuelle et on pourrait se dire, les Chinois... Ils font 6 mètres de haut, ils courent 3 fois plus vite que nous, et donc c'est mort. Non, c'est pas comme ça que ça s'est advenu. En fait, les Chinois ont une planification stratégique, mais ils mettent des moyens colossaux derrière. Oui. Alors, ces moyens, c'est à la fois des subventions publiques, mais ce qui est beaucoup analysé par le Department of Commerce des États-Unis, c'est qu'ils regardent aussi les financements. Donc, beaucoup de ces activités qui conduisent aux importations dont on parle ont été financées par le secteur bancaire chinois. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, les taux d'intérêt sont très faibles, mais que dès qu'une entreprise qui obéit à la planification chinoise de prendre des parts de marché en Europe se trouve en difficulté, eh bien, le prêt est annulé. Donc, le Department of Commerce suit ça de très près. Et sur les panneaux photovoltaïques, on peut donner un exemple. Si sur les panneaux, les Américains se rendent compte qu'il y a un delta de 40% de compétitivité, que ce delta est dû pour moitié à des subventions, pour moitié au financement tel que je les ai évoqués. Ils mettent des droits compensatoires immédiatement de 40% pour aussi longtemps que les Chinois conduisent cette politique. En Europe, c'est ça qui est très important, c'est ce que je montre dans le livre que vous citiez tout à l'heure. La politique européenne depuis une quarantaine d'années, c'est la politique dite des droits moindres. Oui. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un delta de 40, on va mettre 30 de droits compensatoires parce que justement, on a la religion de la concurrence, donc on se dit « Ah, ça va forcer les Européens à s'aligner ». Sauf que si on met 30, les Chinois disent « C'est pas grave, on va augmenter les subventions, on va augmenter les financements », ils s'en foutent totalement. Et par ailleurs, dernier point, puisque vous vouliez parler du dollar et de l'euro, ils ont laissé filer le yuan qui a perdu 20% de son pouvoir, enfin, en termes de parité relative avec à la fois le dollar et l'euro. Oui. Et là aussi, on reste sans réaction, puisque alors que le traité de Maastricht permettrait à la Banque centrale européenne d'avoir une action sur l'euro, elle s'est interdit depuis le démarrage d'utiliser cette arme. Donc on laisse les Chinois utiliser l'arme monétaire, on les laisse utiliser l'arme des subventions. On les laisse utiliser l'arme des financements. Donc les Chinois, ils ne sont pas plus grands que nous, simplement, ils utilisent des armes interdites. Si vous jouez au football, mais qu'une équipe a également des couteaux dans son short, eh bien, le résultat ne sera pas le même que si on joue selon les règles. Sur les financements, pour un dernier mot, laisser, parce puis on va parler c'est absolument essentiel. L'autre élément, c'est comment se finance l'économie chinoise. La grande différence avec nous, États-Unis et Europe, c'est que nous, on est des modèles qui vivons uniquement sur la dette, du déficit public. D'ailleurs, les États-Unis les Chinois sont les créanciers des États-Unis. Oui. Eux, c'est du cash parce que c'est eux qui fournissent tout le manufacturier mondial. Donc, eux, ils vendent absolument tout ce que l'on a autour de ces tables partout dans le monde. Donc, ils ont des milliards et des milliards et des milliards qui rentrent. Nous,
nos modèles tiennent sur de la dette et sur des créanciers, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, qui acceptent de nous prêter. Oui. Donc là aussi, ça fait une puissance financière qui est absolument colossale. C'est très facile, vous n'avez que du cash, de remettre 20-30 milliards, vous avez les poches pleines d'argent, c'est très facile. Nous, c'est est-ce qu'on va faire un emprunt, est-ce qu'on va nous prêter, à quel taux, etc. Oui. Donc ça change tout. Et donc cette politique de désindustrialisation, on la paie aussi sur le financement. Et puis j'ajoute un élément qui est que le marché chinois est beaucoup plus unifié à la fois que le marché américain et encore beaucoup plus évidemment que le marché européen. Sur ce point, en termes d'opérateurs téléphoniques, il y en a 3 en Chine, 180 en Europe. Voilà, tout est dit dans les chiffres. On dit c'est pas grave parce que par pays, il n'y en a que 4 ou 5. Donc voilà. Et il ne faut pas descendre en dessous parce que la compétitivité est clé. Quelques dogmes à bouger. Allez, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on termine sur l'euro fort et le dollar fragile. Est-ce qu'on est en train de gagner une bataille monétaire ou de perdre la guerre économique ? On a eu quelques éléments de réponse depuis 40 minutes que nous sommes ensemble. Bon, moi je voulais partir d'un premier constat, c'est que quand même l'euro résiste mieux que prévu à l'inflation, au choc géopolitique, à la guerre commerciale. C'est quand même un acquis formidable. Mais face au dollar, est-ce que, voilà, je repose la question, est-ce qu'on est en train de gagner une bataille monétaire ou de perdre la bataille économique ? Parce que ça peut aller dans les deux sens. Christian Saint-Etienne, je commence avec vous. Je ne suis pas aussi optimiste que vous sur l'euro. Il faut honorer un peu l'optimisme, vous savez, dans cette émission qui c'est pas toujours très lucide, mais pas toujours très optimiste. Alors, c'est pas la politique monétaire qui nous a permis de tuer l'inflation, c'est juste la déflation des prêts importés. En fait, l'Europe vit sur un contrat machiavélique et dantesque depuis une trentaine d'années qui est nous importons de la déflation chinoise en contrepartie de la fermeture de nos usines. Oui. Donc, c'est un pacte avec le diable. Un pacte faustien. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on casse ce contrat monstrueux qui a conduit ou qui accélère la désindustrialisation. Donc sur l'euro, ce qui m'inquiète le plus, c'est la façon dont les Américains pénètrent la finance européenne. Et quand on parle de marché intégré des capitaux européens et des marchés financiers, à un moment, il faut regarder les détails. Qui est-ce qui le demande le plus ? Ce sont les banquiers américains. Et aujourd'hui, on dit il y a 300 milliards de l'épargne européenne qui part aux États-Unis. Oui. Comment ça se fait ? Alors, vous allez placer votre argent, c'est un intermédiaire, y compris européen. Et puis, il vous vend l'idée que finalement, comme personne ne sait quelles sont les actions qui seront les plus favorables à 10 ans, on va investir essentiellement en ETF, oui. Qui sont des mécanismes de réplication de l'évolution des indices. Mais les gens ne voient pas que derrière ça, c'est un moyen d'envoyer l'argent aux États-Unis. Donc il y a un moment aussi où non seulement il faut faire attention et avoir une politique stratégique dans l'industrie, mais il faut une politique stratégique dans la finance également. Donc c'est une politique stratégique d'ensemble. D'ailleurs, on l'a dit à plusieurs reprises, tous les trois depuis tout à l'heure, les Chinois, c'est pas seulement une politique industrielle qu'ils ont, c'est une politique financière pour pousser l'industrie. D'ailleurs, quand on a eu la réindustrialisation de 45 à 75, c'est important de se souvenir parce que c'est pas au Moyen-Âge. Le passé éclaire le présent et l'avenir. En 45, la France était nettoyée. Oui. On oublie toujours que les bombardements américano-britanniques avaient plus détruit l'industrie française en 44-45 qu'on avait détruit l'industrie allemande. On avait plus détruit nos usines que celles de l'Allemagne, ce qui va permettre à l'Allemagne de redémarrer beaucoup plus vite. Mais si on regarde donc sur la politique monétaire, le fait d'accepter que la Chine dévalue à ce point, oui. Les Américains ont trouvé une parade. Le taux moyen de droits de douane après toutes les discussions apparemment est de l'ordre de 42 à 43% aujourd'hui. Donc les Américains se disent ça compense les 20% de dévaluation du yuan par rapport au dollar. Mais nous, on n'a pas 40% vis-à-vis de la Chine. Donc on se prend et la stratégie industrielle et la stratégie financière de la Chine pour dominer les marchés mondiaux, mais en plus, on reste sans réaction face à la dévaluation du yuan. Le double effet qui se coule. Anne-Sophie, est-ce que l'euro fort est une bonne nouvelle macroéconomique ou un problème micro ?
pour notre industrie, nos exportations? Alors en effet, par rapport à la Chine, ça a été dit, en effet, je pense que c'est un problème. Il y a aussi par rapport à la Réserve fédérale, parce que c'est vrai que, souvenons-nous, quand on a eu l'annonce des droits de douane, on se disait, c'est fini, ça va être très inflationniste, il va y avoir un choc, impact de récession aux États-Unis, je me souviens très bien sur ce plateau, c'est vraiment la fin, etc. Bloomberg, des 65% et on de s'est récession. Bien nous, on calcule les acquis de croissance. Pour rester polis tous ensemble. Impossible de... Non, je vous dis qu'il n'y avait pas de récession aux États-Unis, ça c'est vrai. Parce que vous calculez les acquis de croissance, vous avez une économie qui est à 3,5, vous ne pouvez pas être en récession. Donc déjà, ça, c'était pas possible. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, les droits de douane, donc, ils auraient dû être à 3,5, ils sont à 1,5 de croissance, donc pas de récession. On voit Donald Trump joue sur la Réserve fédérale pour qu'il baisse beaucoup plus les taux, en se disant, là, il y a une nouvelle baisse. Le résultat de la Fed cette semaine, baisse d'1 quart de point. C'est ça qui va me permettre de continuer de financer mon économie, mais pas d'inflation et pas d'effondrement de l'économie aussi, parce que justement, au contraire, elle accélère. C'est qu'ils investissent massivement avec la fameuse intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est de se dire, d'accord, j'ai perdu le pari industriel, ça peut être inflationniste. Plein d'usines ont dit qu'elles allaient s'ouvrir aux États-Unis, on voit que c'est vraiment pas le cas. Par contre, comme j'ai cette fameuse bulle de l'IA, mais que j'investis 500 milliards dans l'IA à 2029, on voit, en effet, toute la croissance américaine est soutenue, et donc l'effondrement qui était attendu ne l'est pas. Et donc, ça va encourager toujours ces investissements dans l'IA et dans la tech qui vont absolument continuer. Avec la nouvelle personne qui sera à la tête de la Fed, je pense qu'il va continuer d'avoir une baisse des taux d'intérêt, alors qu'il y a toujours des tensions inflationnistes qui sont importantes aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe, notamment dans le logement. Et c'est vrai que c'est important parce que Trump a fait beaucoup sa campagne sur le coût du logement, mais je pense qu'ils vont continuer de baisser les taux. Donc on voit qu'on a une stratégie très agressive de réindustrialisation, d'investissement dans l'IA, la tech est quand même leur secteur fort. Et de l'autre, on contient les anticipations d'inflation en continuant de baisser les taux. Donc là, on voit que c'est vraiment un pari gagnant-gagnant. Et nous, c'est vrai qu'on est tétanisés alors qu'on n'a plus d'inflation. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, on n'a plus en effet d'inflation. Et on se dit, on ne veut pas baisser les taux parce que il y a plein de risques exogènes, etc. Et donc, on reste avec des taux... Hésitants. Non, mais on est toujours dans l'hésitation avec la... on est dans l'hésitation. Par rapport à tout ce qu'on dit tous les trois, là, le téléspectateur doit se dire, mais comment on en sort pourquoi on évoque les sous-jacents? C'est parce que si vous ne connaissez pas le sous-jacent de la politique monétaire et financière européenne, si vous ne connaissez pas le sous-jacent de la politique commerciale européenne, notamment la fameuse stratégie des droits moindres, ainsi de suite, si vous ne connaissez pas les difficultés sur le plan industriel, vous vous dites, en fait, c'est foutu, quoi. On ne peut rien faire. Mais maintenant, vous détricotez à l'envers. Si on mettait en place une stratégie financière en Europe, alors que l'Europe a un taux d'épargne gigantesque, si on mettait en place une stratégie industrielle, alors que nous avons encore les ingénieurs, dans 10 ans, ça ne sera peut-être plus le cas, mais nous avons encore les ingénieurs. Si vous mettez en place une stratégie commerciale, l'Europe peut parfaitement rebondir. Donc, le message central, quand on détricote la situation actuelle pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est pas pour se suicider, c'est pour comprendre qu'en fait, il y a des pistes de rebond, mais il faudrait agir et maintenant. Merci pour ce message d'espoir. Terminons sur une bonne note cette semaine. Merci Christian Saint-Etienne, merci Anne-Sophie Alsif, merci Ludovic de Sauté. À tous les trois, cette émission était passionnante. Tout de suite, vous retrouvez Christopher Denbick, Tout pour investir. L'émission est disponible en podcast et replay sur l'appli et le site bfmbusiness.fr.